Je suis né dans un petit village du sud-ouest de la France, où les traditions pesaient plus lourd que les rêves de liberté. Dès mon plus jeune âge, ma mère m'a appris qu'une femme se devait d'être une épouse dévouée et une mère aimante. C'était notre destinée, disait-elle, et je l'ai cru pendant longtemps. Si cette histoire touche votre cœur, laissez un like et dites-moi en commentaire d'où vous nous écoutez. Abonnez-vous à la chaîne car j'ai beaucoup d'autres choses à partager avec vous. À 19 ans, j'ai rencontré Henri lors d'une fête de village. Il avait ce sourire qui illuminait toute la place, et quand il m'a invité à danser, j'ai senti mon cœur s'emballer. Avez-vous déjà ressenti cette intuition que quelque chose n'allait pas, même quand tout le monde autour de vous disait que tout allait bien? Moi, au contraire, j'étais enivré par l'amour. Henri était charmant, attentionné, et nos premières années de mariage ont été douces comme un miel d'automne. Nous nous sommes installés dans une modeste maison en pierre, avec juste assez d'économies pour commencer notre vie ensemble. Henri travaillait comme mécanicien dans le garage du village, et moi, je cousais pour les familles du coin. Nos revenus étaient modestes, mais nos rêves immenses. 2 ans après notre mariage, notre fils Thomas est né. Ce petit être fragile est devenu instantanément ma raison de vivre, mon soleil quotidien. Mais peu à peu, Henri a commencé à changer. Les conversations enjouées du soir ont cédé la place à des silences pesants. Il rentrait de plus en plus tard, prétextant des heures supplémentaires au garage. Ses caresses tendres sont devenues mécaniques, ses regards fuyants. Je me suis retrouvé seul à élever Thomas, dans une maison où l'amour s'étiolait comme une fleur privée d'eau. Thomas grandissait en garçon respectueux et gentil, malgré l'absence émotionnelle de son père. À 22 ans, il était devenu un homme bon, travaillant comme apprenti menuisier chez Monsieur Dubois, un artisan respecté de notre région. C'est à cette époque qu'il a rencontré Amélie, une jeune femme de 20 ans aux yeux tristes mais au sourire lumineux quand elle regardait mon fils. Amélie venait d'une famille brisée de la ville voisine. Ses parents avaient divorcé quand elle était adolescente, la laissant naviguer seule dans les eaux troubles de l'adolescence. Quand Thomas me l'a présentée, j'ai immédiatement vu en elle la fille que je n'avais jamais eue. Elle avait cette fragilité touchante qui réveillait mon instinct maternel, et cette façon de regarder Thomas comme s'il était sa bouée de sauvetage. Comment pouvais-je savoir que derrière cette façade de bonheur familial retrouvé, une trahison innommable se tramait? Henri, mon mari distant et froid depuis des années, avait commencé à porter un intérêt troublant à Amélie. Au début, j'ai mis cela sur le compte de la politesse. Il était enfin sorti de sa torpeur pour accueillir la future belle-fille. Comme j'étais naïve. Les préparatifs du mariage ont duré 6 mois. Thomas et Amélie avaient économisé chaque centime pour organiser une cérémonie modeste mais sincère dans l'église du village. J'ai confectionné moi-même la robe d'Amélie, y consacrant des heures d'amour et d'espoir. Chaque point était un vœu de bonheur pour ce jeune couple que je chérissais. Le matin du mariage, je suis arrivé plus tôt que prévu à la salle des fêtes pour vérifier les derniers détails. Les fleurs étaient parfaites, les tables dressées avec soin. Tout semblait prêt pour célébrer l'union de Thomas et Amélie. C'est en me dirigeant vers la petite pièce adjacente pour récupérer le bouquet que j'ai aperçu par la porte entr'ouverte une scène qui a pulvérisé mon monde en 1000 éclats. Henri et Amélie étaient enlacés, leurs lèvres soudées dans un baiser passionné qui trahissait une intimité bien établie. Les mains de mon mari caressaient le visage de celle qui devait devenir ma belle-fille dans quelques heures. Mon sang s'est figé dans mes veines. Combien de temps cela durait-il? Depuis quand cette trahison empoisonnait-elle notre famille? J'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas m'effondrer. 43 ans de mariage, 24 ans de maternité, et tout s'écroulait en un instant. Mes jambes tremblaient, mais ma détermination était inébranlable. Thomas devait savoir. Il méritait la vérité, même si elle allait lui briser le cœur. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà découvert que quelqu'un en qui vous aviez confiance cachait des intentions inavouables. J'ai trouvé mon fils dans le jardin, magnifique dans son costume du dimanche, ajustant nerveusement sa cravate. Son visage rayonnait de bonheur et d'impatience. Comment allais-je détruire cette joie pure avec mes mots? Mais je ne pouvais pas le laisser épouser une femme qui le trompait avec son propre père. Thomas, mon chéri, il faut que je te parle. Il a dû entendre quelque chose dans ma voix, car son sourire s'est immédiatement effacé. Maman, qu'est-ce qui se passe? Les mots sont sortis de ma bouche comme des lames de rasoir. Je lui ai dit ce que j'avais vu, sans ménagement, parce que la vérité ne se perd jamais de dentelle. Thomas a écouté sans dire un mot, son visage se vidant progressivement de toutes couleurs. Quand j'ai terminé, un silence de plomb s'est installé entre nous. Tu en es sûre, maman? Sa voix était cassée, mais il restait debout, digne dans sa douleur.
Je l'ai pris dans mes bras, ce grand garçon qui redevenait soudain mon petit enfant blessé. Nous sommes restés ainsi plusieurs minutes, unis dans la tempête qui venait de s'abattre sur nos vies. Thomas a pris sa décision avec une maturité qui m'a rendu fier de lui. Il n'y aurait pas de mariage. Pas de confrontation dramatique non plus. Il a simplement annoncé aux invités que la cérémonie était annulée pour des raisons personnelles, présentant ses excuses avec une dignité qui forçait le respect. Amélie a tenté de le rattraper sur le parvis de l'église, mais Thomas l'a regardé avec des yeux où l'amour avait cédé la place à une tristesse infinie. « Je sais, lui a-t-il dit simplement, avant de tourner les talons et de s'éloigner pour toujours. Cette nuit-là, Henri est rentré à la maison comme si de rien n'était. J'étais assise dans la cuisine, encore vêtue de ma robe de cérémonie, les débris de notre famille éparpillés autour de moi. Quand il a commencé à parler, à chercher des excuses, j'ai levé la main pour le faire taire. 43 ans, Henri. 43 ans de ma vie que tu viens de réduire en cendres. Il a tenté de minimiser, de dire que c'était juste une passade, que cela ne signifiait rien. Mais pour moi, cela signifiait tout. Cela signifiait que l'homme que j'avais aimé, avec qui j'avais construit une famille, était capable de trahir son propre fils. Il n'y avait plus rien à sauver. Le lendemain, j'ai fait mes valises et celles de Thomas. Nous allions partir, recommencer ailleurs, loin de ce village où chaque pierre nous rappellerait cette humiliation. Thomas, à 22 ans, aurait pu choisir de rester, de construire sa vie indépendamment. Mais il a choisi de m'accompagner, et ce geste d'amour filial a réchauffé mon cœur brisé. Nous avons roulé vers la côte atlantique, vers Royan, une ville où personne ne nous connaissait. Avec nos économies et la vente de quelques bijoux de famille, nous avons loué un petit appartement près du port. Thomas a trouvé un emploi dans une menuiserie locale, et moi, j'ai décidé d'ouvrir un petit atelier de couture dans notre salon. Les premiers mois ont été difficiles. Nous portions encore nos blessures comme des cicatrices à vif. Thomas parlait peu, mais je voyais dans ses yeux cette détermination tranquille qu'il avait toujours caractérisée. Combien d'entre vous ont dû être plus forts qu'ils ne le pensaient possible pour protéger leur famille? Peu à peu, notre nouvelle vie a pris forme. Mon atelier de couture s'est développé grâce au bouche à oreille. Les dames de Royan appréciaient mon travail minutieux et mes prises honnêtes. J'ai même ajouté un petit coin salon où je servais le café aux clientes qui attendaient leur retouche. Ce mélange de couture et de convivialité est devenu ma signature, mon refuge. Thomas, de son côté, s'épanouissait dans son nouveau travail. Son patron, M. Leclerc, avait reconnu son talent et sa fiabilité. En 2 ans, Thomas était devenu contremaître, gérant une équipe de 4 ouvriers avec cette autorité naturelle qu'il tenait de son grand-père maternel. C'est à cette époque, 3 ans après notre installation à Royan, que Thomas a rencontré Isabelle. Elle enseignait les mathématiques au collège local, avait 26 ans et cette stabilité émotionnelle que mon fils recherchait après le chaos d'Amélie. Isabelle était l'opposé exact de sa première fiancée, franche, directe, sans mystère ni fragilité feinte. Quand Thomas me l'a présentée, j'ai immédiatement apprécié sa sincérité. Isabelle ne cherchait pas à me charmer ou à jouer un rôle. Elle était elle-même, avec ses qualités et ses défauts assumés. Cette authenticité m'a rassuré. Mon fils méritait une femme qu'il aimerait sans arrière-pensée. Leur histoire d'amour s'est construite lentement, solidement. Pas de passion dévorante cette fois, mais une tendresse profonde et une confiance mutuelle. Ils ont pris le temps de se connaître, de construire leur projet ensemble. Quand Thomas m'a annoncé leur fiançailles, 2 ans plus tard, j'ai pleuré de joie pour la première fois depuis longtemps. Partagez vos histoires de membres de famille qui sont devenus votre famille non par le sang, mais par choix et par amour quotidien. Leur mariage a eu lieu dans la simplicité, dans la petite église de Royan. Rien de grandiose, juste nos amis les plus proches et quelques collègues. Isabelle portait une robe que j'avais confectionnée avec encore plus d'amour que la première fois. Cette cérémonie avait la beauté de l'authentique, loin du clinquant trompeur. Les années suivantes ont coulé comme un fleuve tranquille. Thomas et Isabelle ont acheté une maison à 10 minutes de mon appartement. Mon atelier prospérait, et j'avais développé une clientèle fidèle qui venait autant pour mes conseils que pour mes services de couture. C'est durant cette période d'accalmie que j'ai reçu un appel qui a réveillé des fantômes que je croyais enterrés. Une voix inconnue m'informait qu'Henri, mon ex-mari, était hospitalisé dans un établissement de soins palliatifs près de notre ancien village. Il était mourant et demandait à nous voir, Thomas et moi. Ma première réaction a été le refus catégorique. Cet homme avait détruit notre famille, brisé la confiance de son propre fils. Pourquoi lui accorderions-nous le pardon qu'il n'avait jamais demandé de son vivant?
Mais Thomas, avec cette sagesse qui le caractérisait désormais, m'a dit quelque chose qui m'a fait réfléchir. Maman, nous n'irons pas pour lui. Nous irons pour nous, pour fermer définitivement cette page. Il avait raison. Nous portions encore cette colère comme un fardeau invisible. Il était temps de nous en libérer, non pas en pardonnant à Henri, mais en nous pardonnant à nous-mêmes d'avoir souffert si longtemps. Le voyage de retour vers notre ancien village a été éprouvant. Voir ces paysages familiers a réveillé 1000 souvenirs, bons et mauvais mélangés. L'établissement où séjournait Henri était moderne, accueillant, mais l'odeur de désinfectant ne pouvait masquer l'omniprésence de la mort. Henri avait 70 ans et paraissait 10 de plus. Le cancer l'avait rongé de l'intérieur, lui donnant cette apparence fantomatique des grands malades. Quand il nous a vus entrer dans sa chambre, ses yeux se sont remplis de larmes. La conversation a été brève et douloureuse. Henri a tenté de s'excuser, de nous expliquer ses actes, mais ses mots sonnaient creux. Thomas l'a écouté poliment, puis lui a dit avec cette dignité qui ne l'avait jamais quitté : « Papa, je ne suis pas venu pour te pardonner. Je suis venu pour me libérer de la haine que je portais contre toi. » Ces paroles ont achevé Henri plus sûrement que sa maladie. Nous sommes repartis le jour même, mais quelque chose s'était allégé en nous. Le poids de la rancune s'était envolé, nous laissant enfin libres de construire notre bonheur sans regarder en arrière. Henri est mort 3 semaines plus tard. Nous n'avons pas assisté à ses funérailles, mais j'ai envoyé une couronne avec ces mots : « Pour celui que tu as été avant de devenir celui que tu n'aurais pas dû être. » La vie a repris son cours apaisé à Royan. Mon atelier continuait de prospérer, et j'avais trouvé un équilibre entre travail et loisirs. C'est à cette époque que j'ai rencontré Marguerite, une dame de 75 ans qui habitait l'appartement voisin. Veuve depuis 10 ans, elle avait cette élégance discrète des femmes qui ont traversé l'existence avec grâce. Nos premières conversations ont eu lieu dans l'escalier, puis devant la boîte aux lettres. Marguerite avait été institutrice toute sa vie et gardait cette curiosité intellectuelle qui me plaisait. Nous avons pris l'habitude de prendre le thé ensemble le dimanche après-midi, partageant nos lectures et nos réflexions sur l'existence. Cette amitié tardive m'apportait une sérénité que je n'avais jamais connue. Marguerite avait cette façon particulière de voir le beau dans le quotidien, de transformer les moments simples en petites célébrations. Avec elle, j'apprenais à savourer la lenteur, à apprécier les silences complices. Malheureusement, vers ses 78 ans, Marguerite a commencé à montrer les premiers signes de troubles de la mémoire. Au début, c'étaient des oublis anodins. Elle cherchait ses clés, répétait la même histoire plusieurs fois dans la même conversation. Puis les symptômes se sont aggravés. Je suis devenue sa confidente, son repère dans le brouillard grandissant de sa mémoire défaillante. Ses enfants, installés à Paris, ne pouvaient pas s'occuper d'elle au quotidien. J'ai donc naturellement pris ce rôle, vérifiant qu'elle se nourrissait correctement, qu'elle n'oubliait pas ses médicaments. Cette période de ma vie, entre 55 et 60 ans, a été marquée par cette amitié particulière avec Marguerite. Elle m'appelait souvent ma petite alors qu'elle ne faisait que 10 ans de plus que moi, et cette tendresse m'apportait une forme de réconfort maternel que je n'avais jamais reçu de ma propre mère. Parallèlement, Thomas et Isabelle tentaient d'avoir un enfant depuis plusieurs années. Les médecins n'arrivaient pas à expliquer cette difficulté, et je voyais la tristesse grandir dans leurs yeux à chaque nouveau cycle décevant. J'ai accompagné Isabelle dans ses rendez-vous médicaux, tenant sa main lors des examens les plus pénibles. Puis, miracle de la persévérance, Isabelle est tombée enceinte à 32 ans. Cette grossesse a été suivie avec une attention particulière, tant nous avions attendu cette bonne nouvelle. J'ai confectionné layette sur layette, préparant l'arrivée de ce petit enfant avec un bonheur que je croyais oublié. Clémence est née un matin de mai, pesant 3 kilos et 300 grammes de perfection absolue. Quand l'infirmière me l'a posée dans les bras, j'ai senti une plénitude que je n'avais jamais éprouvée. Cette petite fille représentait un nouveau départ, la promesse que la vie continue malgré les trahisons et les blessures. Être grand-mère m'a révélé une facette de moi-même que j'ignorais. Avec Clémence, j'ai retrouvé cette capacité d'émerveillement que la vie avait émoussée. Chaque sourire de ma petite fille effaçait un peu plus les cicatrices du passé. Les derniers mois de Marguerite ont été particulièrement difficiles. Sa mémoire s'estompait jour après jour, mais étrangement, elle se souvenait parfaitement de moi. J'étais devenue son ancre dans le présent, la seule constante dans son monde de plus en plus flou. Elle est partie doucement un soir d'automne, dans son sommeil. Sa fille m'a remercié d'avoir été présente jusqu'au bout, me disant que j'avais été la famille que sa mère avait choisie. Ces mots m'ont profondément touchée et m'ont fait réaliser que l'amour n'a pas d'âge pour naître et grandir.
Aujourd'hui, à 65 ans, je regarde ma vie avec une sérénité que je n'aurais jamais imaginée possible après les épreuves traversées. Mon petit-fils Lucas est né l'année dernière, complétant notre bonheur familial. Thomas et Isabelle forment un couple solide, construit sur des bases saines. Mon atelier de couture est devenu au fil des années un lieu de rendez-vous pour les femmes de Royan. Entre deux essayages, nous partageons nos histoires, nos joies et nos peines. J'ai appris que chaque femme porte ses blessures secrètes et qu'il suffit parfois d'une oreille attentive pour alléger le fardeau. La trahison d'Henri et d'Amélie, qui m'avait semblé être la fin du monde, s'est révélée être le début d'une renaissance. Sans cette épreuve, je n'aurais jamais découvert ma force intérieure, ma capacité à reconstruire une vie meilleure sur les cendres de la précédente. Je pense souvent à toutes ces femmes qui subissent des trahisons similaires, qui croient que leur vie s'arrête quand leur mari les quitte ou les trompe. J'aimerais leur dire qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour retrouver sa dignité, pour construire un bonheur authentique. Thomas m'a récemment confié qu'il ne regrettait rien de notre passé douloureux, car cela nous avait menés là où nous sommes aujourd'hui. Cette maturité de mon fils me remplit d'une fierté infinie. Il a su transformer sa blessure en sagesse, sa colère en compassion. Je veux que vous partagiez vos propres expériences en commentaire. Avez-vous déjà dû protéger quelqu'un d'une menace que les autres ne pouvaient pas voir? Avez-vous déjà dû prendre des décisions difficiles qui ont changé le destin de votre famille? Dites-moi d'où vous nous regardez et si vous avez vécu quelque chose de similaire. Vos histoires peuvent aider d'autres personnes qui traversent des situations comparables. Quand je vois Clémence et Lucas jouer dans mon salon, transformés en atelier le jour et en aire de jeu le soir, je mesure le chemin parcouru. Cette femme de 43 ans qui avait découvert la trahison de son mari n'aurait jamais imaginé devenir cette grand-mère épanouie, entourée d'un amour sincère. La vie m'a appris que les fins ne sont souvent que des commencements déguisés. Que les trahisons peuvent révéler des forces insoupçonnées. Que l'amour véritable, celui qui nous construit au lieu de nous détruire, peut naître à tout âge. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le mien en la vivant, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec d'autres personnes qui ont besoin d'entendre qu'il est possible de recommencer, que le bonheur peut renaître après la trahison. Aujourd'hui, quand je couse dans mon atelier face à l'océan, j'écoute le bruit des vagues qui me rappelle que tout change, tout évolue, tout se renouvelle. Ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille, mais elle a été profondément, douloureusement et magnifiquement vécue. Et c'est cela, finalement, le plus beau cadeau que nous puissions nous faire. Vivre pleinement, aimer sincèrement, et croire qu'il n'est jamais trop tard pour écrire un nouveau chapitre de notre histoire.